Bonjour à tous et bienvenue sur Tout est possible, le podcast qui vous aide à décrypter vos émotions et à montrer que dans chaque doute, tout est possible. Avez-vous déjà ressenti que vos émotions vous dominaient? Ou bien avez-vous déjà ressenti un blocage dans votre vie sans trop comprendre le message? Je suis Anaïs Valadon, maître praticienne en hypnose, créatrice de Boost et auteure du livre Le jour d'après. Chaque semaine, nous allons décrypter toutes ces situations et c'est à travers des réflexions personnelles, des avis d'experts et des témoignages inspirants que je vais vous montrer que oui, dans la vie, tout est possible. Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Coucou tout le monde et bienvenue dans cet épisode un peu spécial. J'ai appelé ça un épisode bonus parce qu'en fait depuis qu'existe ce podcast, je vous ai expliqué mes états d'âme à certains moments de ma vie en podcast bonus, mais je vous ai jamais réellement expliqué mon parcours de vie, qui je suis, qui se cache derrière Hypnomorphose et il me semblait important de le rappeler. Alors, vous le savez, je m'appelle Anaïs Valadon, je suis née en février 1989, et oui, déjà 35 ans. Je suis née sur Paris, exactement à Chilly-Mazarin, et j'ai grandi jusqu'à environ mes 15-16 ans en région parisienne. Pour vous expliquer un petit peu mon enfance, j'ai vécu une enfance très heureuse. Je n'ai jamais manqué de rien. Je vivais dans un appartement assez beau sur Paris, voilà, dans lequel, voilà, je dis toujours, je n'ai jamais eu de gros traumas dans ma vie, en tout cas à cette période-là. Voilà, j'avais tout ce que je voulais, sauf peut-être d'une chose, et désolé papa, maman, si vous m'écoutez, mais mes parents travaillaient beaucoup, étaient beaucoup pris par leur travail, et je sais que c'était pour m'apporter le meilleur, mais à l'intérieur de moi, dans ma mémoire cellulaire, hein, j'arrête pas de vous en parler, c'est mémoriser cette absence. Voilà, j'en fais aujourd'hui mon travail, mais en tout cas, je sais que ce schéma de vie-là a un impact sur ma vie d'aujourd'hui et sur mes décisions. Et parfois, je râle un peu, mais parfois aussi, je me dis heureusement que j'ai vécu ça parce que ça me donne aussi une force. Voilà pour ce qui est de mes 6-7 premières années. Ensuite, j'ai connu le terme mort à l'âge de 6 ans, puisque j'ai perdu un cousin d'un accident de voiture et c'est vrai que, c'était assez brutal et je m'en souviens encore, très bien. Je pourrais pas vous dire comment j'étais habillée, mais voilà, en parlant, je visualise très bien le trajet que je fais, avec qui j'étais et ce que j'ai ressenti de ma maman à ce moment-là. Ça a été très difficile aussi par mes parents dans le sens où j'avais des demandes par rapport à ce décès-là, des questions, des envies qui, pour me protéger, ont fait des choix, vraiment pour me protéger. J'avais demandé à aller à l'enterrement, etc., le voir. J'avais senti que c'était comme ça que j'avais besoin de faire mon deuil. Euh, et pour autant, ils m'ont refusé que j'y aille parce que pour eux, ils estimaient que c'était pas de mon âge. Et si je n'avais pas connu derrière cette période-là, peut-être que j'aurais réagi exactement de la même manière à mes enfants, avec mes filles. Mais voilà, je sais aussi que ça a eu un impact. À 9 ans, je suis devenue grande sœur, alors que jusqu'à maintenant, j'étais toute seule. Donc aussi un chamboulement dans ma vie. Quelques mois plus tard, d'ailleurs, j'ai même perdu mon chien. Donc il y avait cette espèce d'injonction entre la mort, la vie, etc. Et dans ma tête d'enfant de 9 ans, tout s'est mélangé. Ensuite, je suis rentrée au collège où j'ai fait connaissance de filles formidables, d'un groupe de copines et un copain dans ce groupe qu'on appellera les neufs. Des rencontres formidables que j'ai faites vraiment. Et ensemble, nous avons dû traverser encore une fois une période assez douloureuse puisqu'on a perdu une amie qui est décédée d'un cancer. Et cet événement-là nous a vraiment rapprochés. Et je dis aujourd'hui avec le recul, hein, parce que quand on a 12 ans, c'est pas du tout l'état d'esprit qu'on a à ce moment-là. Même si je savais au fond de moi que cette période, cet épisode allait nous rapprocher à tout jamais. Hein. Aujourd'hui, j'ai encore des nouvelles de ces personnes-là et on est un noyau très fort par rapport à ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, je peux dire que cet événement a construit
les adultes que nous sommes aujourd'hui avec leurs peurs, avec leurs doutes, mais aussi avec leurs forces. Et c'est grâce à cette histoire qu'aujourd'hui j'en suis aussi là, parce que j'ai eu des personnes formidables qui m'ont aidé à surmonter. Ça, c'est ma période adolescence, bien évidemment. Voilà, la perte encore 2 ans après d'un oncle qui était mon parrain, puis mon grand-père 2 ans après. Bref, beaucoup de choses qui sont passées pendant l'adolescence et qui ont créé une sorte d'insécurité chez moi. Je vous en ai aussi déjà parlé sur les réseaux sociaux, hein. Vous allez voir, cet épisode est complètement décousu, mais j'essaye de faire une mini-autobiographie de ma vie pour que vous compreniez pourquoi je suis comme ça aujourd'hui et pourquoi j'ai envie de vous apporter de l'aide, etc. par le biais de l'hypnose. J'en étais où? Donc, perdu mon oncle, perdu mon grand-père et survenu après quelques années plus tard un déménagement où je suis partie de la région parisienne pour m'installer sur Orléans. J'en ai beaucoup voulu à mes parents. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on vient faire ici? Aujourd'hui, je ne cesse de les remercier d'être partis parce que je suis persuadée, alors peut-être pas, hein, que ma vie ne serait pas comme elle est aujourd'hui sur le fait d'être partie pour plein de raisons. Je ne dis pas qu'habiter Paris, c'est mauvais. Je dis juste que moi, mon histoire, ma famille, etc., c'est une très bonne chose d'être parti, même si sur le moment, ça a été très douloureux. Pendant cette même période, je fais la rencontre d'un garçon qui je suis très amoureuse, où je remets toute ma valeur entre ses mains, où voilà, c'est un petit peu comme si je ne savais plus qui j'étais en plus dans une insécurité et que j'avais vu à travers cette personne-là la personne pour me soutenir. Alors je ne dis pas que ça a été mauvais, parce que je suis persuadée que pendant toute cette période-là, ça m'a fait du bien et ça m'a vraiment aidée. Et ça m'a aidé à atteindre un palier supplémentaire. Et encore pendant cette période-là, j'avais ce qu'on va dire des ressentis, de l'empathie, de l'intuition. Je ne sais pas trop comment euh, le formuler, mais je sentais qu'il y avait des possibilités d'aider les personnes par plein de biais. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à pas mal de choses, aux oracles, à cette intuition, à la psychologie, à comprendre ce qui se cachait derrière certains comportements, à comprendre le comportement aussi à travers le marketing, la communication, bref, tout un aspect de compréhension. J'avais besoin de comprendre pourquoi les gens agissaient comme ça, comment on pouvait aider les autres, etc. Et je me suis intéressée à tout ça. Je me suis intéressée aussi aux huiles essentielles, à la médecine chinoise, à lire dans les lignes de la main. Bref, toutes ces choses-là, j'avais besoin de comprendre, j'avais besoin d'apprendre. J'ai passé mon bac où j'ai passé une superbe année parce que socialement, ça allait très bien. On faisait la fête, on rencontrait du monde, etc. C'était vraiment cool. Et c'est d'ailleurs dans ces années-là que j'ai rencontré mon futur mari, avec qui on a créé un lien très fort. Alors au départ, on a été pendant 2 ans meilleurs amis. Je vous raconte vraiment ma vie, hein, mais c'est faut que vous compreniez. Pendant 2 ans, on était meilleurs amis, et puis jusqu'au jour où, en fait, l'évidence que tout le monde voyait, nous on la voyait pas, et bah, est tombée sous notre nez, et on s'est mis ensemble, et on a construit toute notre vie. Bref, au départ, avec lui, je disais sans tout dire, c'est-à-dire que j'expliquais ce que je comprenais de manière scientifique, factuelle, de manière ancrée, etc. Mais tout ce qui apparentait à l'intuition, à l'empathie, le fait de ressentir certaines choses chez les autres, etc., ça, c'était un petit peu mon jardin secret, des choses que j'ai gardées pour moi. Bref, la vie a continué, je me suis... comment dire, j'allais dire perdue, mais c'est pas que je me suis perdue, ça faisait partie du chemin de ma vie. J'ai commencé à aller dans tout ce qui était assurance, banque, etc., dans laquelle d'ailleurs j'ai travaillé pendant 10 ans, où j'ai fait des rencontres encore une fois formidables. Et puis, au bout de quelques années, j'avais exactement 28, 29 ans, mon corps a commencé à parler. Alors, il faut vous dire une chose, quand j'ai perdu mon parrain quand j'étais plus jeune, il est mort à la trentaine. Et moi, dans mon esprit, depuis son décès, j'arrête pas de me dire, de toute façon, moi je serai comme lui, parce qu'on avait un lien très fort, je vais mourir avant 30 ans. Et toutes les années de ma vie, ça a été,
de toute façon, je vais mourir avant 30 ans. Et j'avais du coup cette urgence de faire plein de choses parce que pendant cette période-là, j'ai appris à coudre, j'ai appris à pâtisser, j'ai appris plein de choses en fait. Vraiment, j'étais multi. J'avais cette soif d'apprendre et j'allais, voilà, quand j'ai fait de la couture, j'ai acheté la machine à coudre, tous les fils inimaginables. Quand j'ai fait de la pâtisserie, j'ai acheté tous les moules. Mon père m'a emmené au salon de la boulangerie-pâtisserie à Paris. Bref, j'étais vraiment à chaque fois dans une passion que je vivais à fond. Et la vie a continué. Après des années de lutte, nous nous sommes mariés. Et cette année-là, ça a été à la fois l'année la plus belle de ma vie et à la fois la pire. Je m'explique. Je vous ai dit, donc j'avais 28 ans, et j'avais dit, avant 30 ans, je meurs. J'étais dans un travail qui me sécurisait, entre guillemets, d'un point de vue financier, mais qui intellectuellement ne me convenait plus. Et c'est là où mon corps a parlé. Et c'est là où je dis, c'est le point de départ de ma vie, parce que beaucoup de choses ont changé. Tout ce que j'avais appris auparavant, je l'ai récupéré, et je l'ai utilisé pour changer ma vie. C'est-à-dire que j'avais commencé à apprendre les significations du corps, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe ? Le 9 mai 2017, alors que je suis à 4 mois de me marier, de grosses douleurs que j'avais depuis 2 ans sont un peu plus fortes, me plient en deux, me coupent les jambes et je suis complètement à terre. Et on me dit, voilà, l'appendice est pas très joli, il va falloir l'opérer. Donc très vite, ça c'était jeudi, vendredi, le lundi, j'étais sur la table d'opération, etc. On m'enlève l'appendice. Je doute, mais à la fois je suis confiante. Pour la petite histoire d'ailleurs, le jeudi où on m'a annoncé que j'allais être opérée parce que l'appendice n'était pas très beau, j'ai fait appel à quelqu'un qui tirait les cartes et qui m'a dit « Mais non, c'est juste un appel du corps, ça va bien se passer, etc. Il y aura peut-être une autre opération, mais tout va bien se passer. » Et ce petit message-là m'a fait énormément de bien à l'époque. Parce que vraiment, j'ai compris que mon corps me parlait, mais que si je l'écoutais, en fait, tout irait bien. Et donc, on m'a fait cette première opération. On m'a dit, voilà, on va examiner l'appendice, on va voir ce que ça donne. Et on vous tient au courant. Je retourne chez moi, je suis en arrêt, je suis dans un état mi-figue, mi-raisin, à la fois confiante et à la fois un peu apeurée. Je ressens à l'intérieur de moi que j'ai pas du tout envie de retourner travailler, que j'ai envie de vivre, que j'ai envie de profiter. Mais voilà, normalement, j'étais censée reprendre au bout de 15 jours et je me dis, bon, allez, ok, on repart et puis ça va bien se passer. Et alors que j'accompagnais ma fille sur une sortie scolaire, je reçois un appel pendant qu'on marchait. Et évidemment, comme j'étais avec les enfants, j'ai pas répondu. Et j'ai une personne qui m'a laissé un message sur mon répondeur. Et ce message disait Bonjour, c'est l'unité TEP. Le médecin vient de rentrer en furie dans notre bureau. Il faut que vous veniez absolument à l'hôpital pour faire les examens pour un PET scan. » Évidemment, à l'époque, je ne savais rien de tout ça. Qu'est-ce qu'était un PET scan pourquoi le chirurgien était arrivé en furie. Et bref, dans ce moment-là, moi, ça se mélange dans ma tête. Je ne sais pas ce qui se passe. Je regarde sur Internet, chose à ne pas faire. Et je vois qu'en effet, quand on est appelé pour ce genre d'examen, c'est qu'il y a suspicion de cancer, suspicion de tumeur. Je dépose ma fille à l'école dans un état où je pense qu'elle a ressenti à ce moment-là ce qui se passait. J'appelle l'hôpital me dit « il faut que vous veniez tout de suite ». En une demi-heure, j'étais là-bas. Et là, l'annonce. Et là, c'est assez fort d'en reparler d'ailleurs. On m'annonce qu'en effet, l'appendice n'était pas très joli. Donc ça, c'était 15 jours après. Donc, vous voyez, 15 jours après, je me dis, on m'appelle 15 jours après, c'est qu'il y a un problème, quoi. Et on me dit qu'en effet, l'appendice n'était pas très joli et qu'il s'agit d'une tumeur endocrine à un niveau assez élevé, qu'il fallait me réopérer parce qu'il y avait des ganglions qui étaient remontés sur l'intestin, etc., que ça serait une opération qui serait un peu plus lourde, qui nécessiterait une opération un peu plus longue,
et un temps de convalescence un peu plus long, mais que j'étais jeune et que quand on est jeune, et bah, la chance qu'on a, c'est qu'on se remet beaucoup plus vite d'une opération, mais que les tumeurs cancéreuses, elles, se développent beaucoup plus vite. Donc en fait, cette annonce assez violente, sans prise de... Voilà, ils mettent pas de forme, voilà, ils sont médecins et ils te disent, voilà, t'es malade, et voilà ce qui va se passer, etc. Et ça a été assez violent pour moi. Il n'y a pas eu toute cette... Encore une fois, j'étais dans cette insécurité. Mais au fond de moi, je savais que ça allait aller si j'écoutais. Mais dès que j'écoutais une chanson, où je me souviens, j'étais un jour devant The Voice, et c'était une chanson qui parlait de la mort, avec les enfants qui étaient abandonnés, etc. Et je me souviens fondre en larmes en dire, mais non, je veux pas laisser mes enfants tout seuls, faut que je me batte, faut que je me batte. Je peux pas en rester là, c'est pas possible. Et dans cette notion de combat, j'avais envie de comprendre. Encore une fois, j'avais envie de comprendre ce que mon corps disait. Et je suis allée chercher, aller voir les significations. Et en fait, je m'apercevais que j'étais dans une situation qui était compliquée pour moi, où j'avais cette sécurité financière, cette sécurité où j'avais les horaires qui me convenaient pour être présente pour mes enfants, hein. Bah oui, on fait toujours un métier au départ pour guérir l'enfant qu'on a été, la petite fille que j'ai été, qui a manqué de présence de ses parents. Donc j'avais toute cette sécurité-là. Et pourtant, à l'intérieur de moi, le fait que je ne sois pas assez stimulée intellectuellement m'enfermait dans quelque chose qui me pourrissait de l'intérieur, qui me rongeait de l'intérieur. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok, la sécurité financière ne fait pas tout. J'ai besoin de faire quelque chose qui m'épanouit. Et j'en ai parlé à mon mari, qui est très ouvert et qui m'a dit, écoute, c'est ce que tu as envie de faire. Ta formation, elle coûte combien? Fais un crédit si on n'a pas les fonds. C'est quoi finalement ce peu d'argent dans une vie? Fais et on verra ce que ça donne. Et à partir de ce jour-là, je me suis inscrit. Donc je venais juste d'être opérée. Je me suis inscrit à cette formation. Et donc en mai de l'année d'après, septembre, je ne sais plus exactement quand. C'était en septembre 2018. Donc un an après mon opération, j'ai commencé cette formation d'hypnothérapeute. Et à partir de ce jour-là, ma vie a changé. Je savais au fond de moi, d'ailleurs, quand je suis allée à la formation, j'étais l'une des seules à dire, moi, je veux faire de l'hypnose ma vie. Je veux être hypnothérapeute. Je me visualise dans mon cabinet. Je me visualise aider les gens. Je savais que c'est ce que je voulais faire au fond de moi. Et à partir de là, j'ai fait toutes les formations nécessaires. Donc ça, j'ai eu mon diplôme en septembre. En octobre, je recevais mes premiers patients en plus de mon travail. Donc j'étais en 39 heures et je recevais à peu près 15 patients dans la semaine en plus. Et là, je me suis dit, je vais jamais tenir. En fait, si c'est pour me renfermer dans une situation comme avant, c'est pas possible parce que là, je suis pas disponible pour mes enfants. Alors certes, ça tourne bien, hein, j'ai la sécurité financière avec mon ancien job, mais je vois pas mes enfants. Et donc, j'ai pris la décision, sans en parler à mon mari, de demander un mi-temps. Et à partir du mois de janvier, donc le 1er janvier, j'ai demandé un mi-temps qui a été un peu compliqué au départ à être accepté par mes employeurs. Mais en fait, moi, j'étais déterminée. Je savais que c'était ça ou rien d'autre parce qu'en fait, au fond de moi, je savais que c'était terminé, quoi. Donc, au bout d'un mois de mi-temps, puisque ça avait encore explosé en termes de rendez-vous, en termes de résultats, j'ai décidé de quitter mon emploi. Alors par sécurité, j'ai fait un congé sabbatique pour création d'entreprise. Mais je savais encore une fois au fond de moi que je ne reviendrais pas et que même si ça se passait mal, je ne reviendrais pas à cet endroit-là. La suite, vous la connaissez, je vous ai accompagné à travers les rendez-vous. Et après, je me suis dit, j'ai besoin d'aider encore plus. Et donc, j'ai partagé du contenu sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Et ça n'a pas cessé de grandir et grandir encore. Et voilà, j'ai encore plein d'idées à vous transmettre. J'ai encore appris plein de choses à vous transmettre. Et aujourd'hui, j'ai créé donc les boosts, hein, les séances d'hypnose en ligne. Pourquoi? Pour aider le plus grand nombre de personnes, peu importe là où vous êtes et peu importe la situation dans laquelle on est. Parce que vous voyez qu'à travers mon parcours, on a tous des chemins de vie qui sont complètement différents, des apprentissages complètement différents.
Et vous voyez, j'ai beau avoir 35 ans, j'apprends encore plein de choses sur moi. Et en vous racontant mon histoire, je me dis que finalement, tout ce que je suis en train de découvrir, vraiment, c'était là depuis des années, mais j'avais jamais mis les yeux dessus. Et c'est exactement l'effet que je veux vous faire aussi, c'est de vous faire prendre conscience que peu importe votre parcours, vous pouvez vous détacher de certaines, comment dire, certains boulets que vous avez, certains blocages que vous avez et que vous n'arrivez pas à vous détacher par peur, par croyance, par éducation ou même par non-connaissance. Et moi, ma raison de vivre aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est vous transmettre les solutions, vous transmettre les déclics nécessaires à la transformation que vous souhaitez, pas à ce que quelqu'un souhaite ou parce que ça fait bien d'être heureux, mais par rapport à votre histoire et ce que vous souhaitez. Voilà pour cet épisode qui était censé être court, mais qui dure encore une fois 20 minutes, mais ça me semblait important de vous raconter mon histoire pour que vous me connaissiez un peu plus. Donc vous pouvez me retrouver toutes les semaines sur le podcast, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez découvrir mon travail, je vous invite à aller sur anaïsvaladon.com où vous allez trouver toutes mes séances en ligne. Et bien évidemment, si vous avez des questions, moi, je reste disponible. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite également à le noter, à commenter, parce que ça m'aide et ça aide ce podcast à être connu par le plus grand nombre. Et je sais que parfois ça saoule, ça prend du temps, etc. Mais juste une petite étoile ou un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez, ça a un grand effet sur mon travail. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je vais répondre justement à cette question: comment l'hypnose peut-elle nous aider à comprendre nos douleurs physique? On va vraiment aller répondre à cette question en profondeur pour que vous puissiez comprendre que votre corps a un langage qui vous est propre et qui a besoin parfois d'un traducteur pour comprendre et vous comprendre. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.